غتحكوا كان شي السنوب في بودياف الله يرحمه. Boudiaf, c'est le déclencheur de la révolution. C'est lui qui a déclenché. C'est lui qui a déclenché la révolution. Déclenché. Voilà. Comment? C'est lui qui... parce que ceux qui étaient ses supérieurs, Aït Ahmed Ben Bella, ils étaient à l'extérieur. Au Caire. Donc, Msidi Goulen, comme le chef visible de l'os, il a créé le CRUA, ensuite après les 6 et le déclenchement de la révolution. C'est pas Ben Bella, c'est pas Wahdakha. Ouais. C'est Boudiaf qui a déclenché. Mais après, il est parti à l'extérieur et il a dit il va répondre d'Aban et Sikmelen. Voilà. C'est ça la vérité. Boudiaf, donc très tôt, il est parti à l'extérieur. Il est parti avant le déclenchement. Il est parti à la veille du déclenchement. Il est parti parce qu'il devait annoncer la révolution au Caire. À l'étranger. Exactement. D'accord. Centre l'arabe. D'accord, ok. دارني مس بالعيد دارني الصنوب أيت حمد الصنوب دارني أيت حمد دارني. Je l'ai rencontré. Aït Ahmed, ce qu'on peut dire, c'est la conscience démocratique de l'Algérie. C'est un seul mot, la démocratie. Pour lui, c'est pas la légitimité historique, c'est rien la mémoire. C'est la démocratie. Pour lui, la seule règle du jeu, c'est la démocratie, et la démocratie, c'est le progrès pour le peuple. C'est ça, on peut le résumer comme ça. D'accord. إما إلا كان تفكيرات أول أفعميروش أيت حمودة. Amer Hamouda, c'est la sacralisation de la révolution. Pour lui, il n'y a rien au-dessus de la révolution. Voilà. Donc, et ça a beaucoup d'implications. Il n'y a rien d'autre qui compte que la révolution. Lui, c'est le terrain. Hein? Le terrain de la révolution. Oui, c'est le terrain, mais Amerouche, il a sacralisé la révolution. Il n'y a rien au-dessus. Oui. À tel point qu'il y a eu des implications parfois difficiles. Oui. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, mais il a sacralisé la révolution. D'ailleurs, lorsqu'ils l'ont tué, ils ont dit que la révolution algérienne, c'est fini. Oui, mais c'est autre chose. Ceux qui savent de quoi je veux parler, c'est la sacralisation de la révolution. Il n'y a rien au-dessus. Tout ce qui vient contrecarrer la révolution, il faut les laguer. C'est ça, exact. Voilà. فأنا غادي غالا عبان نشر الدنيا صعب رمضان. Abban, juste le résumé d'une figure de style, ça s'appelle l'unité de style. Mais il ne fait pas des propos à la carte. ماذا موضوعنا سير القمة ماذا الغنية سير القمة. Il ne change pas comme un caméléon. Et ça lui a porté préjudice. Tout à fait. Si je peux le résumer d'une expression, c'est l'unité de style. Il a beaucoup lu, hein. Oui, bien sûr. Les drames qui nous disent il rara déjà. Bien sûr. Il a accumulé un bagage conceptuel, politique, qui lui a permis de tracer les grands contours de la résistance et de la révolution. Et les grands concepts. Il a un exemple dans les révolutions. Oui. Voilà, c'est une très bonne question. Il a beaucoup admiré la révolution irlandaise. Parce que l'Irlande, ils ont subi exactement ce que les Algériens ont subi. La colonisation britannique qui les a écrasés, qui les a affamés. Il y a eu c'est une hécatombe démographique même en Irlande, à tel point que les Irlandais ont tous émigré vers l'Amérique pour échapper à la famine. La base de la nourriture chez les Irlandais, c'était la pomme de terre. Ils leur ont pris la pomme de terre pour la planter, la commercialiser. Il y a eu une hécatombe démographique, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est ce qui explique que beaucoup d'Irlandais, de toutes les couches sociales, ont émigré vers les États-Unis. Et on retrouve encore les traces aujourd'hui. J'ai une question qui n'est pas mentionnée, mais c'est juste une parenthèse. Est-ce en quelques secondes ou quelques mots, les enfumades, si on revient un peu au début de la colonisation, qui s'est passé... C'est la page terrible de l'histoire. Voilà, beaucoup de monde disent que ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de ça, alors que tout existe. Ceux qui disent que ce n'est pas vrai, ce sont des ignorants. Les enfumades, les emmurements, les razzias, elles ont été documentées par les officiers. C'est ça. Ce qu'on appelle l'armée d'Afrique eux-mêmes, c'est eux qui les ont écrits. Oui. On peut ressortir les écrits de Saint-Arnaud, de Montagnac, de Pélissier de Renaud, de Canrobert, du maréchal Bugeaud lui-même, et même de ce politologue que tout le monde connaît, c'est Alexis de Tocqueville. Tocqueville, il a dit une chose, il a dit, on nous reproche de faire la guerre sauvage en Algérie contre les populations civiles. Il a dit, mais ici, en Europe, on ne peut pas faire ça, mais ici, c'est la guerre elle-même. C'est-à-dire, c'est tuer des civils. Donc,
Donc là, moi je sais de quoi je parle, j'ai écrit des livres sur ça. C'est une réalité. Il y a eu une tentative d'extermination du peuple algérien. Tout à fait. Comme se faisait à l'époque l'extermination des Indiens. Tout à fait. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu, parce que je l'ai appris hier dans la conférence, le village, la tribu de l'Harrach qu'ils ont exterminé. Ça, je l'ai appris de vous. Oui, c'était en 1932. En 1832, donc c'était 2 ans après l'arrivée de l'invasion. Ouais. La régence, le Dey est parti avec sa famille. Les grandes familles bourgeoises d'Alger, les Maures, les Juifs sont également partis. Ouais. Et il y a eu donc une extension de la colonisation autour d'Alger. Une tribu qui s'appelle Ahouafia et les Aoufia, qui est le Harrach. Il y a eu quelqu'un qui, apparaît-il, volé un mouton ou une vache, un notable. L'armée française est allée, ils les ont exterminés, hommes, femmes et enfants, et même les animaux. Voilà. Ils ont ramené les lampes d'oreilles avec des boucles qu'ils ont vendues au marché de Babazou. Voilà. Ça, c'est documenté aussi. Oui. Une dernière question. Là, tu nous as raconté des anecdotes de Abdel Ramadan, B, lorsqu'il a vu un avion dans le ciel, et qu'est-ce qu'il a... Allez, je te laisse raconter. Moi, je pensais qu'on allait revenir sur juste non, pour les auditeurs. C'était au milieu d'une place au milieu du village, et il était très écouté. Et puis, donc, on l'écoutait, il racontait, puis à un certain moment, il lève la tête au ciel, et les gens se sont dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, voilà. Vous voyez l'avion qui passe au-dessus de nos têtes? Il arrivera un jour où aucun avion ne franchira le ciel de notre pays s'il ne nous demande pas l'autorisation. Ce jour-là, un oral de la nation, ce jour-là, on sera une nation grande parmi les nations. Incroyable. Bon, il avait vu juste. Et maintenant, le ciel d'Algérie, c'est véritablement quadrillé, contrôlé, personne ne peut le franchir, y compris parfois les avions civils. Donc, l'État algérien peut interdire l'accès s'il est en différent avec un quelconque. Allez, le milieu artistique maintenant. Voilà, avec déjà un milieu artistique. On va parler même des artistes. Bien sûr, tu es en train de rentrer dans votre domaine là. Mais c'est l'avis d'un profane. Voilà, d'un profane qui est un peu distant. Slimane Azem. Slimane Azem, c'est le poète qui fait rêver, c'est le poète qui fait mouche. C'est en quelque sorte la relève de Sidi Mohamed. C'est l'élève de Sidi Mohamed, c'est à peu près la même poésie. Il utilise beaucoup le monde animal, un peu comme l'a utilisé Khalil Awadimna, comme l'a utilisé Slimane La Fontaine. Donc c'est le mot et l'image qui fait mouche. Et Chérif Khaddam? Chérif Khaddam, c'est l'art. C'est beaucoup plus la musique savante. C'est l'art poussé à sa perfection. C'est l'un des rares chanteurs kabyles qui a étudié le solfège. Absolument. Il écrit ses propres chansons, les partitions de ses chansons, c'est lui-même qui les écrit. Aït Mengueled, c'est le verbe puisé dans l'âme kabyle. Oui. On ne peut pas le dire autrement. C'est ça. Aït Mengueled, dès qu'on l'entend, ça sort de notre âme. Quoi. Et dire. Et dire, c'est une étoile dans le ciel. C'est une véritable étoile qui a apporté quelque chose d'incommensurable à notre patrimoine. Ouais. Mahtoub. Mahtoub, c'est le poète sans compromis. C'est le verbe et le poète sans compromis. C'est et le talent aussi. C'est le talent. Oui. Le verbe, le talent sans compromis. Ouais. Et l'un des fondateurs de la radio kabyle, les ELAC, en 1948, Cheikh Nordine, l'un des fondateurs. Cheikh Nordine, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, d'autant qu'il est de chez nous. Ouais. Il est de chez nous. C'est un homme au talent multiple. Et comme il en existait très peu à l'époque, parce qu'il a été obligé de faire tous les rôles possibles. Oui, il a créé la voix féminine. Exactement. Le personnage exactement. Et je pense qu'on aurait gagné à avoir des talents aussi forts. Alors, on termine avec d'autres questions, si tu veux, Nadia. الشيء غادي نضعف السلفي كان الشيء غادي نضعف كاتب ياسين. Katib Yassine, ça aussi, Katib Yassine, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Voilà. Pour moi, j'ai une très grande admiration. Je l'ai rencontré.
Yassine. C'est le premier écrivain algérien qui a désindigénisé la littérature francophone. C'est-à-dire, il ne parle plus aux Français, colonisateurs, il parle aux Algériens. Et il parle à partir d'une âme algérienne. Il ne dit pas chez nous, machin, etc. Ah, d'accord. Oui, bien c'est ça. Tous ceux qui ont écrit avant lui, y compris les nôtres, ils parlaient au milieu germano-pratin, comme certains d'ailleurs actuellement. Et Mouloud Maamri, واش غادي ناس فلاس؟ Mouloud Maamri, c'est le chercheur infatigable. Il a dit Djen Lathar. Il Djad Lathar. الجد الأثر. جد الأثر جد Chercheur l'école, infatigable, humble, qui a laissé une trace impérissable dans l'identité algérienne. Radio Azul International.